Bienvenue à cette grande édition du Journal télévisé sur Antenne 1. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Le nouveau rapport annuel du groupe d'experts indépendants des Nations Unies met en cause une fois de plus le Rwanda et l'Ouganda qui l'accusent de continuer à soutenir les forces négatives à l'est de la République démocratique du Congo. Mais quelles sanctions seront finalement prises par le Conseil de sécurité de l'ONU à l'encontre de ces deux pays, du reste membres de la CIRGL? Sylvie Fortuné-Mboula a réfléchi sur les probables résolutions du Conseil de sécurité qui va se réunir mardi prochain. Longtemps versé sur le compte des rumeurs, le soutien du Rwanda et l'Ouganda au rebelle du mouvement du 23 mars est plus que jamais évident. Malgré les pressions exercées de toutes parts, le rapport final a été déposé au Conseil de sécurité et celui-ci doit prévoir des sanctions contre ces deux pays. Le rapport indique en des termes clairs que les fonctionnaires rwandais ont coordonné la mise au pied du mouvement et l'exécution de ses principales opérations. Les fonctionnaires ougandais, pour leur part, ont apporté un concours moins visible en permettant à sa branche politique d'opérer à partir de Kampala et en dynamisant ses relations extérieures. Cependant, le rapport du groupe des experts recommande au Conseil de sécurité d'inviter le gouvernement rwandais ou ougandais à mettre un terme à toutes ces violations et à lui soumettre régulièrement les mesures prises pour stopper toute activité du M23. Avec un mouvement des nouveaux recrutements du M23 et un cycle de violences répétées dans la partie est du pays, le rapport pose un problème de conscience à cet organe de décision de l'ONU. Ainsi, l'adoption du rapport des experts onusiens au Conseil de sécurité le mardi prochain est donc attendue des part et d'autre. Les 15 membres du Conseil de sécurité doivent agir non pas par passion mais par la raison sur laquelle a été adoptée en 1944 la charte créant les Nations Unies en prenant des sanctions contre Kigali et Kampala dans le sens recommandé par le rapport du groupe des experts onusiens sur la République démocratique du Congo. Attendons voir. Voilà, wait and see. Entre-temps, le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, a représenté jeudi 23 janvier à Bangui le président de la République, Joseph Kabila, à la cérémonie d'investiture du chef de l'État de transition de la République centrafricaine, Catherine Samba-Panza. Âgée de 59 ans, elle est la première femme centrafricaine à accéder à la magistrature suprême du pays après son élection lundi 20 janvier dernier par le Conseil national de transition. Patricia Mouli, commentaire. C'est à l'aéroport international de Bangui-Poko que le jet présidentiel de la RDC a atterri jeudi 23 janvier avec à son bord les représentants personnels du chef de l'État congolais Joseph Kabila, le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda, accompagné l'ambassadeur Ngoï Loulou du collège des diplomatiques à la présidence de la République. À son arrivée à Bangui, Raymond Tshibanda a été accueilli par son homologue centrafricain ministre des Affaires étrangères. Ensuite, la délégation de la RDC s'est dirigée au palais du Parlement de Bangui pour assister à la cérémonie d'investiture de cette ancienne maire de Bangui. Cette cérémonie a connu la participation d'un seul chef de l'État. Il s'agit du président gabonais Ali Ben Bongo. Parmi les personnalités, on peut citer le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui a assisté à la cérémonie aux côtés de ses homologues de l'Afrique centrale, dont Raymond Tshibanda de la RDC. L'occasion a été donnée au président de la Cour constitutionnelle de la RCA de présenter les résultats de tous les candidats. Par la suite, elle a prêté serment devant les magistrats de la Cour constitutionnelle provisoire. Catherine Samba a reçu les attributions du pouvoir, dont le drapeau de la République centrafricaine, une lance traditionnelle et un panier de nourriture, symbole de l'abondance dont la population a besoin. La présidente de la transition a placé son mandat sous les signes de la tolérance et de l'espérance dans une Centrafrique unie et réconciliée. À l'étape de félicitations après sa prestation de serment, le représentant du président de la République démocratique du Congo, Raymond Tshibanda, a présenté ses civilités et transmis le message du président Joseph Kabila au peuple de la RCA dans cette période tragique. Et puis c'est ce vendredi 24 janvier que se clôturait l'atelier sur la citoyenneté et la bonne gouvernance organisé par le réseau de femmes africaines parlementaires et ministres Réforme. Ces femmes sont convaincues que c'est du respect de ces deux valeurs ou principes que la République démocratique du Congo pourra aller de l'avant. Eric Izami et Blaise Lunda.
Après 3 jours d'échanges autour de la citoyenneté et la bonne gouvernance, ces dames engagées qui dans la politique, qui d'autres dans la société civile, puis faisant partie du réseau de femmes africaines parlementaires et ministres, ont scruté ces 2 concepts dans l'objectif de sensibiliser pour enraciner la culture de la redevabilité vis-à-vis du peuple souverain pour qui tous devront travailler. Dans la citoyenneté, il y a des droits et des devoirs. Donc un citoyen d'un pays doit savoir ce qu'il lui doit faire et ce qu'il ne peut pas faire. Et c'est cela qui va amener à ce qu'il y ait une bonne gouvernance. Elles sont heureuses d'être sûres d'apporter ces nouvelles connaissances aux autres membres de la communauté à la base. Ce que nous venons d'apprendre pendant 3 jours, nous-mêmes nous devons d'abord essayer de mettre en pratique et après enseigner à notre population. Apprendre à notre population comment se comporter devant telle et telle situation. Avec raison, la pratique vaut mieux que tout. Car bien penser et bien dire ne sont rien sans bien faire au profit du peuple souverain. Le ministre de la Santé publique, Félix Kabange, a tenu un point de presse ce vendredi 24 janvier dans son cabinet à Gombe. Il était question de communiquer à la presse les clauses convenues lors de la réunion avec le comité de coordination du Fonds mondial pour la lutte contre le sida et la tuberculose. Reportage Patricia Bassoa et Safi Maléo. C'est après que le Fonds mondial ait envoyé une lettre pour le nouveau financement et avec comme priorité la République démocratique du Congo que le ministère de la Santé a fait un appel d'offres le 23 octobre dernier. Le ministre précise. À l'issue de l'ouverture, 4 candidatures ou 4 candidats pierres ont été déclarés non recevables. Donc, la commission d'analyse a continué le travail sur les 6 autres candidats. Et aujourd'hui, la commission vient présenter le rapport de validation. Le bureau de coordination du Fonds mondial pour la lutte contre le sida et la tuberculose a validé son rapport qui stipule la rétention de 4 récipiendaires principaux pour gérer le financement qui est estimé à plus de 130 millions de dollars. On a tenu compte justement de complexité de la mise en œuvre des activités dans les critères qui ont été retenus. Donc la preuve est qu'il y a quand même ceux qui ont satisfait. Ceux qui ont satisfait, c'est ceux qui, en fait, sur terrain, nous donnent la garantie de pouvoir, justement, ou plutôt éviter la mauvaise gouvernance. C'est ce lundi 27 janvier 2014 que le CCIM se réunira pour une réunion finale et divulguera le nom de 4 principaux récipiendaires qui géreront les frais destinés à la lutte contre le sida et la tuberculose. Au chapitre économique, la cimenterie de Lukala, dans la province du Bas-Congo, a connu une ambiance peu habituelle ce vendredi 24 janvier. Des personnes non autrement identifiées ont bloqué l'accès au personnel de cette entreprise. Les détails avec Anne-Marie Ossite. Cet événement s'est produit vers 7 h du matin lorsque les personnes non identifiées ont fait irruption dans les installations de la cimenterie de Lukala pour empêcher les agents de cette entreprise de pouvoir travailler. Au centre de leurs revendications, le non-respect de l'Congo en matière de paiement des salaires des agents, des retraités pour la plupart, ainsi que des journaliers qui sont mal rémunérés. Après plusieurs tractations entre les 2 parties, cette situation a été réprimandée par les éléments de la police. Selon nos sources sur place, il faut donc dire que la situation est revenue au calme. Ces personnes non identifiées souhaitent faire entendre leur voix auprès de la hiérarchie. La SONAS ne se relâche pas pour honorer ses engagements envers ses souscripteurs. Son opération Jeudi Sinistre s'est poursuivie encore hier avec la paie de sinistrés. Au total, 112 dossiers ont été traités et bouclés par l'assureur national à son agence de l'Émétier 7e rue. Parmi les bénéficiaires, Hélène Goy, retraitée de la SNEL. Reportage signé Willy Kacha. Parmi les produits d'assurance figure en bonne place l'assurance vie. Ce produit est utile pour tout être humain. Hélène Goïniati, retraitée de la SNEL, en sait quelque chose sur cette trempe d'assurance. Je suis retraitée de la SNEL. On doit me rembourser mon argent qu'on retenu. C'est ça, c'est-à-dire l'assurance vie. Mais on me connaît ici, on me connaît, tout le monde me connaît à la SONAS ici. Puisque je faisais mon travail ici, j'étais chargée de recouvrement. J'ai passé dans beaucoup de
des entreprises, des maisons. Je faisais les recouvrements. C'est à rendre compte de la véracité de la paie des dossiers sinistres par l'assureur institutionnel. Hélène Goyi en appelle les Congolais à la culture des assurances. Qui viennent, ceux qui travaillent, qui continuent à payer leur assurance vie. Ils viennent. Pour ce jeudi 22 janvier, la SONAS a payé 112 dossiers en assurance incendie, automobile et vie. L'arrêt des travaux de réhabilitation de l'avenue Kabambar sur le tronçon compris entre la paroisse catholique Saint-Éloi et les petits ronds-points du quartier Bon Marché préoccupe les habitants de ce quartier chic de la commune de Barumbu. Ce dernier interpelle le pouvoir public pour la reprise effective des travaux attribués à l'entreprise Safrimex, car les pluies qui tombent actuellement à Kinshasa causent des dégâts énormes sur ces tronçons routiers. Le constat a été fait par Lisette Manunganga, Josène Belebele et Magali Sissi. Selon les habitants du quartier, les travaux seraient arrêtés à cause des 2 parcelles qui empêchent le passage d'eau vers le port Baramoto. Les travaux ont été stoppés à cause de 2 maisons qui se sont érigées en obstacle. Pour qu'ils reprennent, l'on devrait procéder à la destruction de 2 parcelles afin de permettre un bon écoulement d'eau. Même inquiétude auprès des automobilistes. L'avenue Kabambar est complètement délabrée. Nous ne comprenons pas le pourquoi de l'arrêt des travaux. Que le gouvernement se penche sur cet épineux problème qui prend des allures inquiétantes afin de soulager tant soit peu la population en général et les automobilistes en particulier. Justement, puisqu'on parle de route, sachez que le contrôle technique des véhicules est obligatoire. L'annonce a été faite par le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta. Entre-temps, à la Société congolaise de contrôle technique, rien n'a changé. Il n'y a pas d'engouement tel que l'on constatait ce vendredi Africa Mujinga et David Tembe. Contrôle visuel du niveau de pollution, des dérapages, de suspension, de frein, de l'intensité, de la déviation et des sous-caisses. Ce sont les différentes étapes par lesquelles le véhicule doit passer pour le contrôle technique. La Société congolaise de contrôle technique œuvre donc pour le bon fonctionnement des engins roulants et la réduction des accidents sur la route. La philosophie du contrôle technique automobile n'est pas dans la culture. N'est pas dans la culture ici. La mesure qui a été prise, il faut que nos amis comprennent que ce n'est pas pour déranger, mais que c'est pour leur propre sécurité et que c'est important justement de absolument contrôler son véhicule pour qu'on puisse diminuer le taux d'accident. Annoncé par le gouverneur de la ville, le contrôle technique peine à faire l'unanimité chez le chauffeur. La plupart des clients que nous avons ici, ce sont les entreprises privées, quelques sociétés d'État, comme par exemple la DGDA, qui viennent faire régulièrement leur contrôle technique automobile. Nous avons quelques privés, mais pas beaucoup. Les véhicules, les bus 207, alors là, on n'en voit vraiment pas. Nous faisons les contrôles techniques de véhicules. Dans ces contrôles techniques, nous contrôlons les organes sécuritaires lorsque le véhicule roule. Les occupants du véhicule, les conducteurs et l'environnement aussi. Ça, c'est notre rôle. Nous sommes là, on attend les propriétaires de véhicules pour venir faire les contrôles, mais ils ne viennent pas. Pour rappel, la Société congolaise de contrôle technique existe depuis 5 ans à Kinshasa. Elle a son siège sur la route de poids lourds, dont l'ancêtre de l'office de route. Elle fonctionne également avec les services du guichet unique. Autre chose, flamme de feu, fumée et désolation, voilà l'image qu'offrent ces derniers temps les avenues du Grand Marché de Kinshasa. Depuis quelques jours, la police nationale congolaise procède à la destruction des talles érigées sur les avenues de ce lieu des négoces. Une fois détruits, ils sont immédiatement incendiés. Et aujourd'hui,
vendredi 24 janvier, c'était le tour des vendeurs de la fameuse avenue Cato d'assister impuissants à ce spectacle. Toutefois, cette situation peut s'avérer bénéfique pour de nombreux propriétaires des dépôts et magasins qui pourront voir augmenter leur chiffre d'affaires. Pour les petits commerçants constitués généralement de ce qu'on appelle le petit peuple habitué à vendre sur les étals afin de nourrir leur famille, la situation semble chaotique car la destruction de leurs étals équivaut à leur expulsion pure et simple de ce marché. Un mot en sport, football. Le championnat d'Afrique des Nations, Afrique du Sud 2014, va se poursuivre ce samedi et dimanche. Elles étaient au départ 16 équipes à prendre le go. Il ne reste plus que 8 qui vont s'affronter pendant les quarts de finale. Les différentes combinaisons nous sont présentées par Patrick Borel-Mukendi. Après une pause de 2 jours donnée par les organisateurs de la 3e édition du championnat d'Afrique des Nations, Afrique du Sud 2014, les 8 nations restantes vont reprendre l'aventure au pays d'Arc-en-Ciel. Pour les samedi 25 janvier, à 16h, heure locale, les Lions de l'Atlas du Maroc joueront avec les Super Eagles du Nigeria. En deuxième explication, les Aigles du Mali matcheront le Warriors du Zimbabwe au Cape Town Stadium. Et les dimanches 26, le Panthère du Gabon croiseront le fer avec les Chevaliers de la Méditerranée et de la Libye à Peter Mokaba Stadium de Polokwane. Et à 19h30, les Léopards de la RDC retrouvera son éternel rival qui n'est autre que le Black Star du Ghana au Free State Stadium de Mangong. Signalons que la RDC avait remporté la première édition en Côte d'Ivoire devant le Ghana. Espérons que le poulain de Santos Moutoubé-Ngila rééditeront l'exploit de 2009. Inch'Allah. Voilà, c'est par ici que nous allons mettre un terme à cette édition du journal télévisé. Merci de votre aimable attention et de votre fidélité. Merci à vous tous qui nous suivez par le canal 142 sur Canal Sat. Je vous retrouve la semaine prochaine, mais le prochain rendez-vous avec les informations, c'est ce samedi dès 7h30. Entre-temps, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur Antenne. Bonsoir.